Peut-être pas. Mais dans la plupart des cas, non. Elle a juste dit ce qu'elle pensait. Elle a agi selon ce qu'elle était, selon son système de valeurs. Et vous, vous avez été blessé. Alors la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'elle a fait. La vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en nous pour que ça atterrisse comme ça chez nous. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pas pour nous rendre plus insensibles, pas pour excuser ce que les autres ont fait, mais pour qu'on soit plus les otages de leur comportement. La blessure, c'est un écart, c'est jamais un fait. Ce qu'on appelle une blessure, c'est une distance. Ce que j'ai observé depuis plusieurs années, c'est il y a deux personnes qui vivent exactement la même scène, la même phrase, le même silence, le même oubli, et il y a l'une des deux personnes qui est dévastée et l'autre qui hausse les épaules. C'est la même réalité, mais deux expériences, deux vécus complètement différents. Et pourquoi ça? Parce que ce qui blesse, c'est pas l'événement en soi, c'est justement, c'est l'écart entre ce qu'on attend et ce qu'on a l'impression de recevoir à ce moment. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez travaillé dur sur un projet. Votre associé ne dit rien, pas un mot. Du coup, vous êtes blessé, mais vous êtes blessé pas par son silence, mais à cause de ce que vous attendiez à la place du silence. Vous attendiez une reconnaissance, un merci, un regard qui dit j'ai vu ce que tu as fait. Et c'est ça qui n'est pas arrivé. Et c'est ça qui fait réellement mal. Donc la blessure, sa matière première, c'est toujours l'écart. C'est l'écart entre la réalité qu'on a reçue et les attentes non formulées qu'on avait. Et là, plus l'écart est grand, bah, plus ça fait mal. Hein. Si on voulait donner une phrase pour résumer ça, c'est l'autre personne n'a pas le couteau. C'est nous qui tenons la lame. Et on la tourne vers nous-mêmes à chaque fois que la réalité ne correspond pas à ce qu'on espérait. Du coup, l'attente, c'est quoi exactement? Ben, une attente, c'est une hypothèse sur le comportement de quelqu'un. C'est surtout une hypothèse que vous n'avez jamais formulée à haute voix. C'est un contrat que vous avez signé seul dans votre tête et l'autre, il n'est même pas au courant qu'il existe ce contrat. Et il y a plusieurs types d'attentes. Je vais vous en donner trois qui reviennent souvent. La première, c'est l'attente de la réciprocité. Je t'ai donné, donc tu me donnes en retour. Vous avez fait un effort pour quelqu'un, vous avez aidé, écouté, vous vous êtes peut-être plié en quatre, et du coup, sans le dire, eh ben, vous attendez que l'autre il fasse pareil. Et quand ce n'est pas le cas, vous vous sentez blessé, mais vous n'avez jamais négocié ce contrat avec lui. La deuxième attente, c'est l'attente de reconnaissance. Ce que je fais doit être vu. Et surtout, ce que je fais, en fait, la valeur de ce que je fais sera liée à ce que les gens vont dire en retour. Et du coup, vous investissez de l'énergie dans le travail, dans la relation, dans un projet. Et quelque part en vous, il y a cette conviction de si c'est bien fait, ça doit être reconnu. Et si c'est pas reconnu, s'il y a personne qui dit quoi que ce soit, c'est
Du coup, dans votre interprétation, soit que c'est pas bien, soit que l'autre vous snob, et du coup, dans les deux cas, c'est hyper douloureux. Et la troisième attente, c'est l'attente de loyauté. En gros, si tu fais partie de mon cercle, tu dois te comporter selon mes codes. Et ça, je pense que c'est l'attente la plus traître, parce qu'elle est souvent complètement inconsciente. Vous n'avez pas dit à votre ami que la loyauté que, que la loyauté, en fait, pour vous, signifie que elle doit aussi défendre votre réputation en votre absence. Et du coup, quand elle ne le fait pas, ben vous avez ce sentiment de trahison. Ce que je vous dis là, c'est pas vos attentes sont stupides. C'est pas non plus comme quoi on doit réduire nos attentes pour moins souffrir. Ce que je veux dire, c'est juste que nos attentes, elles sont invisibles aux autres, et c'est souvent là que ça se joue. Et pourquoi on a du mal à voir ça? Ben, en fait, le truc, c'est que la douleur qu'on ressent, elle est réelle. Et je suis pas en train de vous dire que vous inventez quoi que ce soit. La souffrance, elle est vraiment réelle, mais c'est sa cause qui est souvent mal identifiée. Quand vous souffrez, votre cerveau cherche un coupable absolument. C'est un réflexe de survie. Et le coupable le plus accessible, bah, c'est l'autre. Parce que si on se donne nous le coupable, eh ben, ça ne sera pas possible. En fait, au moment où on est dans notre instinct animal de survie, le but, c'est de survivre. Donc, si on réalise que nous, on est le coupable, eh ben, on est en train de partir à la mort et pas en train de faire de la survie. Et c'est pour ça que ce réflexe archaïque de trouver un coupable, on va toujours trouver quelque chose à l'extérieur, ce qui va donner cette impression que nous, on avait fait juste. Et le plus accessible, bah, c'est souvent la personne en face, parce qu'elle est là, elle est visible, elle est identifiable, mais c'est pas lui la source. Lui, c'est juste le déclencheur. La source, c'est l'attente non dite qui n'a pas été honorée. Et tant qu'on pointera du doigt le déclencheur, eh ben, on restera dans la réaction. Et quand on trouve la source, on reprend le pouvoir. Ok, on va faire un petit exercice. Pensez à une blessure récente, pas forcément la plus grande, juste une que vous avez encore en mémoire. Et là, posez-vous la question de quelle était votre attente dans cette situation? Pas ce que l'autre a fait, mais ce que vous attendiez qu'il fasse. Et bien, si vous avez trouvé l'attente, vous venez de faire 80% du travail. Du coup, on a vu que la blessure est toujours un écart. Maintenant, regardons les formes que prend cet écart. Parce qu'il ne se présente pas toujours de la même façon. Et dans mon travail de coaching, j'ai observé trois types qui reviennent avec régularité. Et c'est souvent, euh, pas seulement chez les entrepreneurs, mais chez les sportifs, les parents. C'est souvent ces trois.
types d'écarts qui arrivent. La première blessure, c'est ce sentiment de trahison. Ce qu'on vit sur le moment, c'est elle m'a manqué de respect, elle a parlé dans mon dos, je lui faisais confiance. Puis en fait, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on attendait une loyauté implicite qu'on n'a jamais formulée. Puis en fait, la personne, elle a juste agi selon ses propres codes et pas selon les nôtres. Le deuxième type de blessure, c'est la critique. Et là, ce qu'on va ressentir sur le moment, c'est elle m'a attaqué, elle a dit devant tout le monde que mon travail n'était pas bon, par exemple. Du coup, ce qui se passe vraiment, c'est une partie de nous croit vraiment ce qu'elle dit, en fait. Et c'est pas la critique qui blesse, c'est le fait que potentiellement, on est d'accord avec avec sa critique. Et le troisième type de blessure, c'est l'indifférence. En gros, c'est de réaliser que on compte pas vraiment pour les autres, qu'on a l'impression d'avoir tout fait, mais que personne nous voit, que c'est encore pas assez. Et là, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on cherche une validation externe pour légitimer le travail qu'on fait, parce qu'on n'est pas capable de se le légitimer tout seul, parce qu'on n'a pas confiance en nous sur ce qu'on fait. OK? Donc, si on reprend le type 1, la trahison, si on prend un exemple concret, hein, je mets un peu de viande autour de l'os. En gros, vous avez une collaboratrice avec qui vous travaillez depuis 2 ans. Vous vous considérez proche, puis vous apprenez qu'elle a dit à une cliente commune que votre délai était habituel. En gros, sous-entendu que vous étiez en retard. Et là, vous êtes dévasté d'apprendre ça. Du coup, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle a vraiment menti? Pas forcément. Elle a partagé une observation, en fait. Mais nous, ce qu'on attendait d'elle surtout, bah, c'est que les choses restent entre nous, que ce qui se passe entre nous reste entre nous, et qu'elle n'avait pas besoin de le dire à la cliente. Et ce qu'on attendait d'elle, c'était que sa loyauté, elle était absolue. Mais ce contrat-là, on l'a jamais signé avec elle. On lui l'a même jamais dit. En fait, il existe que dans notre tête. Peut-être que chez elle, c'est pas du tout la même chose. Et maintenant, la partie qui surprend toujours, c'est la fameuse question qu'il faut qu'on se pose. Et ben, où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on a fait exactement la même chose, mais dans un autre contexte? Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, même avec bienveillance, quelque chose sur une personne tierce? Cherchez honnêtement. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous trouverez. Et c'est pas parce que vous êtes un traître ou une traître. C'est juste parce que vous êtes humain. Ben, quand vous trouvez ça, il y a quelque chose qui se libère en vous. Rien que déjà ça. Ok, le type 2, la critique. Si on prend un exemple concret, vous présentez votre nouveau concept de décoration à un groupe de clients. Et là, il y a une femme au fond de la salle qui dit je suis pas sûr que ça soit moderne, ça. Ça fait un peu vieillot. Et vous aviez tout donné pour faire ça. Et là, vous avez la soirée qui est gâchée. Pourquoi cette phrase a autant de poids pour vous? Parce qu'en général, il y a une partie de vous, petite peut-être, mais une partie de vous qui pense qu'elle a raison. Si vous étiez absolument certaine de votre travail, sa remarque, elle glisserait sur l'eau. Du coup, c'est pas la critique qui blesse. C'est l'endroit en vous où vous n'êtes pas encore convaincu de vous-même. C'est l'endroit en vous où vous ne vous faites pas confiance. C'est l'endroit en vous où vous avez l'impression d'être un imposteur, d'être là.
pour ça. Et là aussi, eh ben, il y a la question qui est là pour remettre l'église au milieu du village. Et là, la question, c'est où est-ce que vous portez ce jugement-là sur quelqu'un d'autre? Pas forcément sur les intérieurs. Peut-être ça peut être de façon dont la personne parle, s'habille, gère son argent. Le jugement que vous portez le plus facilement sur les autres, eh ben, c'est souvent celui qui se retourne le plus facilement contre vous. Et c'est aussi celui qui vous blesse le plus. J'aime bien la phrase qui dit, ce que ne vous supportez pas chez les autres, c'est ce que vous n'avez pas encore accepté en vous. Rappelons-nous que on est tous entiers et que on a tous les traits de caractère en nous, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis c'est ce qu'on n'a pas encore accepté en nous, eh ben c'est juste que c'est un des traits qu'on perçoit comme avoir plus d'inconvénients que de bénéfices par rapport à son antagoniste. Ok, le type 3, l'indifférence. Si on prend un exemple concret, vous avez passé 3 semaines à réaménager complètement l'appartement d'une cliente. Elle est contente, elle paye, mais derrière, il n'y a aucune photo sur les réseaux pour dire qu'elle a changé, pas de témoignage, pas de recommandation. Vous avez l'impression d'être invisible. Qu'en fait, en fait, du coup, elle vous donne l'impression ben, que ce que vous avez fait, c'est comme si vous n'avez jamais rien fait. Et ce type de blessure, il arrive, je suis persuadé qu'il arrive assez souvent. Parce qu'en fait, on fait un travail qui transforme les espaces et donc qui transforme les gens. Et du coup, si ça transforme les gens, logiquement, ils devraient ressentir ça et avoir envie de le dire. Et surtout, on a souvent besoin de voir que ça compte. Mais si on regarde exactement ce qui se passe, vous attendez d'une cliente qu'elle vous donne ce que vous ne vous donnez pas vous-même, qu'elle vous donne ce que vous ne vous donnez pas pleinement. Cette fameuse certitude, la certitude que votre travail, il est extraordinaire et qu'il a de la valeur et que vous avez de la valeur. Pas seulement votre travail, mais vous avez de la valeur. Que vous comptez. Et en fait, vous espérez qu'elle vous le donne parce que vous ne croyez pas en vous. Et du coup, quand elle ne le donne pas, parce qu'elle vit sa vie, parce qu'elle n'y pense pas, ben vous l'interprétez comme une confirmation que, en fait, on ne fait pas toujours des trucs bien. Et vous commencez à douter, ou en tout cas, ça met en relation ce doute. Et ça met en lumière ce doute. Et c'est pas parce qu'elle ne vous voit pas. C'est simplement parce que vous attendiez qu'elle se tourne vers vous pour vous dire que vous avez fait du bon travail. Et du coup, c'est vous qui attendez son regard pour vous voir vous-même. Bon, mais maintenant qu'on a compris le mécanisme, on va voir comment le traverser. Je vais vous donner un protocole. C'est clair, il est ancré dans la méthode de Martini, la méthode avec laquelle je travaille tout le temps. Le but, c'est pas que ce soit une pensée positive, c'est pas une gestion d'émotions, mais c'est un processus transformateur qui nous permet de dissoudre la charge émotionnelle. Et la différence est importante. On va pas gérer une émotion, on va dissoudre l'émotion de. Du coup, on ressent pas moins, on ressent plus. On respire,
on passe à autre chose. On a un niveau de conscience qui évolue. Et du coup, c'est plus du tout une question. Du coup, ce protocole, il se fait par écrit, seul, ça prend 10 à 15 minutes. Il peut se faire à chaud, juste après la blessure, ou à froid quelques heures après. À chaud, c'est plus difficile, mais c'est souvent bien plus puissant. Bon, protocole, étape 1, identifier. Qu'est-ce que je juge exactement chez cette personne? Pas ce qu'elle a fait, pas comment je me sens, mais quelle est l'action ou l'inaction qu'elle a fait que je lui reproche. Soyons précis. En gros, c'est pas elle m'a manqué de respect. C'est elle a parlé de moi sans me consulter. Ou bien il n'a pas reconnu mon travail en public alors qu'il l'a fait pour les autres. Ou alors elle a dit que mes prix étaient trop élevés pour ce qu'elle a reçu. Une fois que vous avez trouvé le trait, le TAI, donc l'action ou l'inaction, la question c'est dans quel contexte de ma vie est-ce que j'ai fait exactement la même chose sous une autre forme? C'est pas pour vous accabler, c'est juste pour voir. Parce que si vous jugez que quelqu'un parle dans votre dos, est-ce que vous n'avez jamais parlé de quelqu'un à quelqu'un d'autre sans qu'il le sache, même si c'est avec bienveillance? Si vous jugez qu'il ne reconnaît pas votre travail, par contre qu'il reconnaît celle des autres, est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage à qui vous avez déjà oublié de dire merci? Ben, la réponse est toujours oui. Toujours. Du coup, ça peut prendre un peu de temps à trouver, mais la réponse, elle est là. Et ce moment, quand vous le trouvez, ben, c'est le début de la décompression. Parce que vous ne pouvez plus condamner quelqu'un pour quelque chose que vous faites aussi. Et ça, c'est de la physique. Ok, l'étape numéro 2, retourner. Quel bénéfice m'a apporté ce comportement que je condamne? C'est la question qui choque toujours, mais c'est celle qui libère. Hein. On part du principe que chaque comportement qu'on perçoit comme négatif a simultanément des effets positifs. Je gagne autant que je perds. Et pas dans l'absolu, de votre vie spécifique à ce moment précis. C'est important, à ce moment précis. Exemple, votre associé n'a rien dit de votre travail. C'est quoi le bénéfice? Du coup, un des bénéfices, c'est vous avez été obligé de vous demander vous-même si c'était bien. Et quelque part, vous avez trouvé la réponse en vous. Et vous n'avez pas eu besoin de son regard. Un autre bénéfice, c'est son silence a rendu votre doute visible. Et votre doute, c'est une information utile. C'est ce que vous devez encore travailler. Prochain exemple, la cliente a dit que votre concept était vieillot. C'est quoi un bénéfice? Elle